Alors que le mois du Ramadan commence ce soir pour les musulmans français, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ordonne la protection en statique par les forces de l'ordre, ça veut dire des policiers en faction devant les établissements, et bien la protection en statique des lieux de culte musulmans. Quelle est la menace terroriste? Quel est l'état de la menace? Qui est à l'origine de ces menaces? On en parle avec notre invité Claude Moniquet. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ancien agent de la Direction générale de la sécurité extérieure, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, spécialiste évidemment et malheureusement du terrorisme. Claude Moniquet, on a pu être un petit peu surpris d'entendre ça. On a l'habitude de voir les églises être protégées pour Noël, par exemple. On a un peu moins l'habitude de voir le ministre de l'Intérieur ordonner la protection de toutes les mosquées de France, tous les lieux de culte musulmans pour le début du Ramadan. Quel est l'état de la menace aujourd'hui ? Alors, sur la communauté musulmane, la menace est moins importante que sur d'autres communautés, mais elle existe. Bon an, mal an, on considère qu'il y a une vingtaine d'incidents qui impliquent des musulmans ou des mosquées comme victimes en France chaque année, parfois un peu plus. Et il est clair que depuis le 7 octobre, la menace a cru, un peu partout dans le monde d'ailleurs. L'incident le plus grave à ce jour, et heureusement il n'y en a eu qu'un, c'était le 15 octobre à Chicago, où un individu a poignardé un gamin de 6 ans et sa mère. La mère a été blessée, l'enfant malheureusement a été tué parce qu'ils étaient musulmans. Donc le risque existe, il doit être pris en compte, et c'est ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur. Alors parlons aussi du contexte, puisqu'un homme de 22 ans suspecté d'appartenir à une mouvance ultra-droite et de vouloir mener des actions violentes a été mis en examen et placé en détention provisoire. C'était il y a 2 jours, vendredi. Ça signifie que les groupes d'ultra-droite sont surveillés comme le lait sur le feu par les services ? Oui, les groupes d'ultra-droite sont surveillés partout en Europe maintenant depuis quelques années. Alors la France n'est pas le pays qui était le plus touché, même si je crois qu'on a, d'après mes informations, on a à peu près 6 ou 7 cas récents, enfin disons ces 2 dernières années de projets d'attentats, mais parfois assez flous. Il y a eu des arrestations, il y a des procès en préparation, mais on voit d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, où la menace est nettement plus, la menace d'extrême droite, je veux dire, d'ultra-droite, est nettement plus virulente, mais malgré tout, elle existe en France aussi. On a vu par exemple des rassemblements haineux devant des mosquées. On a vu d'autres choses. On a vu des menaces contre des communautés juives, contre des temples maçonniques. Ça rappelle un peu les années 30. Ça existe. C'est pas la menace la plus importante aujourd'hui en France et en Europe, mais elle est effectivement présente. D'où le fait qu'elle soit surveillée. Alors parlons de toutes les menaces aussi. La guerre continue au Proche-Orient, elle est absolument dramatique. Elle déclenche tout ce qu'on peut imaginer de tensions racistes de part et d'autre. On s'attendait à une explosion de la menace terroriste, et je parle bien de la menace, pas forcément des actes, après les pogroms du 7 octobre en Israël. Est-ce que cette explosion de la menace a eu lieu ou pas ? Alors, je parlerai peut-être pas d'explosion, mais en tout cas une très forte progression, une augmentation de la menace terroriste liée aux événements du Moyen-Orient. Oui, elle est claire. Et de nouveau, c'est partout dans le monde. Pas plus tard, et là c'était un passage aux actes qui a été empêché. Pas plus tard que la semaine qui vient de s'écouler, en Russie, à Moscou, on a les services russes ont déjoué un attentat contre une synagogue en abattant 2 terroristes à Kalouga, pas très loin de Moscou, des terroristes qui venaient d'Asie centrale. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est que la menace, c'est que les organisations islamistes armées, djihadistes donc, et essentiellement l'État islamique, ont repris du poil de la bête, entre autres depuis la chute du régime afghan et la prise de pouvoir par les talibans, et qu'on a et tout ce qui se passe évidemment dans le Sahel, et qu'on a aujourd'hui le retour d'une menace qu'on croyait un peu dépassée, qui est celle non plus d'attentats individuels comme ceux qu'on a connus essentiellement depuis 2017, mais la possibilité d'attentats islamistes, souvent liés à l'État islamique, au groupe État islamique, structurés en réseau. Et là, effectivement, il y a eu plusieurs réseaux qui ont été démantelés ces derniers mois, et également, d'ailleurs, pour la première fois en Europe, des réseaux qui étaient directement liés au Hamas, qui ont été démantelés entre le Danemark et l'Allemagne en décembre dernier. Exactement, ce qui signifie que le risque de voir un commando téléguidé par l'État islamique ou une autre organisation, ce risque est revenu, alors qu'on pensait qu'il avait disparu après le 13 novembre.
On pensait qu'il avait disparu pour une raison très simple, c'est que ce qui avait permis cette menace, c'était le fait que jusqu'en 2017, le groupe État islamique contrôlait un territoire d'ailleurs assez vaste entre la Syrie et l'Irak, et ça lui permettait d'attirer au Moyen-Orient des djihadistes européens. Il y en a eu à peu près 15 000 qui sont partis là-bas, donc plusieurs milliers de Français. Et de les former et puis de les reprojeter vers le continent européen. Avec la perte de la territorialité, on pensait que cette menace avait disparu. Et puis les choses ont évolué. D'une part, même si le niveau n'est plus du tout le même, l'État islamique a gardé un certain contrôle sur de petites poches au Moyen-Orient, mais surtout il a pris une extension formidable au Sahel, et on sait qu'au Sahel il y a pas mal de binationaux. On a pas mal de franco-maliens, de franco-nigériens par exemple, voilà, ou burkinabés. Absolument. Qui s'y promènent et qui ne sont pas animés des meilleures intentions. Donc oui, effectivement, cette menace d'un terrorisme en réseau existe à nouveau. Elle est prise en compte. Pour le moment, elle ne s'est pas clairement... En tout cas, il n'y a pas eu de passage à l'acte, mais il y a plusieurs réseaux qui ont été démantelés ces derniers mois. Et rappelons d'ailleurs que le terrorisme, malheureusement, existe toujours et fait des ravages et fait couler le sang à flot dans le Sahel en ce moment, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, et que ce sont les populations locales qui en payent le plus lourd tribut. Parlons maintenant de l'événement des Jeux Olympiques, parce que ça va attirer l'attention de la planète entière. C'est le risque numéro 1. Est-ce que ça peut déclencher des attaques terroristes simplement parce que toutes les caméras du monde entier seront présentes à Paris? Oui, bien sûr. On se rappellera d'ailleurs, ça commence à dater, mais il y a 50 ans, il y a eu la prise d'otage des athlètes israéliens à Munich en septembre 72. On peut avoir tout à fait la même chose. Il est clair que la délégation israélienne, à la fois les sportifs et les Israéliens et les officiels israéliens qui sont à Paris pour les Jeux Olympiques seront hyper protégés, mais ce ne sont pas les seuls à être visés. On peut très bien avoir un terrorisme lié à la crise du Moyen-Orient qui toucherait les Israéliens, qui toucherait les pays qui soutiennent Israël ou qui sont vus comme soutenant Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, en partie bien sûr la France. Mais on peut aussi avoir un terrorisme tout à fait déconnecté du Moyen-Orient qui agira simplement par opportunisme, parce qu'effectivement, c'est la plus grande concentration de journalistes, de caméras et de micros au monde. Donc effectivement, si vous voulez donner un retentissement fort à votre action, c'est à Paris qu'il faut frapper pendant les Jeux Olympiques. Ouais, bon courage à tous les services de police, de sécurité et à tous les services de renseignement, évidemment, qui sont plus que mobilisés en ce moment pour éviter ces menaces. Merci beaucoup, Claude Moniquet. Je rappelle que vous êtes ancien agent de la DGSE, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. À suivre sur Sud Radio, alors qu'il est 7h42. On va essayer de se détendre un petit peu, quoique la polémique ne quitte pas la France. Coup de gueule dans quelques minutes de David Arthur contre les fermetures de classe à l'école. On vous emmènera à Paris où ça se passe aussi. Mais avant ça, on va se dépayser dans un endroit absolument magnifique, c'est la Camargue. Et vous verrez que le changement climatique n'a pas fait fuir les flamants roses, mais qu'il a fait débarquer les grues. C'est ce que va vous raconter Morad Aitabouche. À tout de suite.